Bonsoir. L'opération militaire en Ukraine boucle une semaine. L'actualité de ce début d'année est littéralement dominée par cette crise. Diplomatique au début, véritable conflit armé aujourd'hui. Moscou subit les pressions occidentales, des sanctions sont annoncées envers le pétrole russe, envers les banques russes. Jusqu'où iront ces pressions? Vladimir Poutine résistera encore pour combien de temps? Durant l'émission de ce soir, et avec notre invité que je vous présenterai dans un instant, nous allons essayer d'abord de vous expliquer les origines du conflit. Quelques vérités historiques qu'on oublie souvent. Pacte de Varsovie, l'OTAN, les révolutions des pays de l'Est, les boucliers antimissiles, entre autres. Nous verrons par la suite la nature de ces sanctions économiques et leurs répercussions sur le monde. La Russie pourra-t-elle les supporter? On parle déjà de crise énergétique, les prix du pétrole flambent. On parle des nouveaux axes de coopération sino-russe ou russo-chinois. Certains n'hésitent pas à évoquer un nouvel ordre mondial, économique et politique, carrément. Un autre Yalta, une nouvelle recomposition mondiale. Est-ce vraiment le cas? L'émission de ce soir est intitulée « Conflit en Ukraine, une crise sans fin ». Bienvenue dans Insight. Notre invité est Mohamed Laïchoubi, académicien, chercheur, analyste international, ancien ministre et ambassadeur également. Monsieur Laïchoubi, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nourdine Azouz, comme tous les mercredis, directeur de rédaction du quotidien, reporter, notre consultant. Nourdine, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Laïchoubi, nous allons d'abord commencer par les vérités historiques. Je viens de le dire un peu en préambule, quelques vérités qu'on a tendance à oublier. Une reconstitution des faits est impérative pour commencer. Je vous en prie. Absolument. Et un rappel pour l'aspect sentimental, l'aspect affectueux pour cette région-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a un lien indéfectible entre les deux. L'Ukraine est née d'un grand pays médiéval à l'époque, au IXe siècle, la capitale du grand pays slave, qui était l'Ukraine-Russie, puisque c'est ce grand pays médiéval du IXe siècle, capitale Kiev, qui a donné la Russie et qui a donné l'Ukraine actuelle. Donc un même peuple. Moscou n'a été fondé qu'au XIIe siècle. Kiev, 9e, capitale, Moscou, 12e siècle. C'est dire cet aspect de lien. Ce qui donne d'ailleurs la particularité de la relation et du conflit. Khrouchtchev, président du Conseil de l'Union soviétique de 1958 à 1964, était ukrainien. Et donc il y a cette relation particulière, et puis on l'appelait d'ailleurs la petite Russie, Malarusse. Et le démantèlement de l'URSS, sur lequel on va revenir, a donné donc une souveraineté totale à l'Ukraine comme aux autres pays. Et c'est là que les problèmes, j'allais dire, ont commencé, puisqu'on a eu successivement des régimes qui étaient assez proches de la Russie, qui avaient une coopération assez fluide et harmonieuse. Puis après, des régimes pro-occidentaux dès 2004, retour avec toutes 2010. Les révolutions qu'on a suivies. Et la particularité, c'était des révolutions oranges, financées par les États-Unis et l'espace occidental, et donc ce qui commençait déjà à gêner la Russie. Puis après, le retour encore en 2014, et à partir de 2014, si vous voulez, la crise a connu son aspect le plus ouvert, puisque le Donbass, qui a une majorité russophone, et le Louhansk aussi, il y a eu des incidents majeurs. Et donc, c'est à partir de ce que les Russes ont commencé à estimer comme des agressions caractérisées que la crise a pris une amplitude. Mais il faut rappeler, au-delà de cet aspect historique ou si vous voulez, sentimental, que le lieu est un lieu géostratégique majeur. C'est la mer Noire, c'est une des bases les plus importantes, sinon la plus importante, dans ce côté ouest à Sébastopol,
où sont stationnés l'arsenal maritime nucléaire, etc. Et puis, il y a une ouverture sur ce qu'on appelle les 5 mers, parce qu'il y a un système fluvio-maritime, le détroit de Kerch, qui lui aboutit. Et donc, aspect sentimental, historique, affectueux, et donc pratiquement une traîtrise, puisque l'espace est devenu hostile, il est devenu pro-occidental, mais de façon assez agressive, et puis endroit géostratégique majeur. Et donc la conclusion sur ce premier point, c'est que la Russie estime que l'architecture de sécurité, la sienne, est menacée. Donc vous parlez d'architecture sécuritaire, Mohamed Laïchoubi, tout le monde un peu suivi depuis le début de cette crise et bien avant. Alors si on comprend bien, aujourd'hui la Russie défend son territoire, comme tout pays d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé au juste avec l'OTAN pour en arriver là aujourd'hui? Alors vous faites bien de revenir sur cette question-là. Tout le monde se souvient évidemment du démantèlement de l'Union soviétique, de l'URSS. Et donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre, en l'occurrence la Russie et l'espace occidental, mais surtout américain, ont créé des zones d'influence. C'était à l'époque, si vous voulez, la nature même des actions géostratégiques. Et donc ils ont créé le pacte de Varsovie, avec l'intégralité des pays de l'Europe de l'Est avec la Russie, et les autres ont créé l'OTAN, donc le traité de l'Atlantique Nord. Le démantèlement de l'URSS a donné lieu au démantèlement quasiment du pacte de Varsovie et le démantèlement de l'URSS. Par contre, en face, l'OTAN n'a pas été démantelée, et c'est l'inverse qui s'est réalisé, c'est-à-dire qu'il y avait eu un engagement moral, un engagement important lors de la réunification de l'Allemagne, avec une condition que l'OTAN n'allait pas stationner militairement et agressivement au niveau des pays de l'Est, donc non seulement frontaliers, mais l'ensemble des pays de l'Est. Et c'est l'inverse qui s'est passé, puisque sur 5 vagues successives, vous avez 14 pays entre 1999 et 2020 qui sont venus alimenter l'OTAN, et dans les conditions que l'on sait, puisqu'après on a eu la Roumanie qui abrite des missiles, la Pologne qui abrite des boucliers anti-missiles, et puis les États-Unis qui résilient leur adhésion au traité pour les forces intermédiaires nucléaires. Et si vous voulez... L'éternelle provocation. Absolument. C'est-à-dire que c'est le jeu d'échecs. C'est-à-dire que la vision de vouloir mettre du monde et commencer à maîtriser toute la géostratégie fait que je vais encercler celui que j'estime être un de mes adversaires principaux, et à l'époque l'adversaire principal. Mais le monde a changé. Nordine Azouz, on a poussé, j'ai envie de dire, la Russie au bout pour qu'elle, aujourd'hui, elle agisse de la sorte. Absolument. Et M. Laïchoubi a fait bien de revenir un petit peu pour restituer un petit peu la genèse de la complexité du conflit actuel en Ukraine. On ne peut pas comprendre aujourd'hui la nature du conflit en Ukraine si on ne revient pas dans le passé. Et si on ne revient pas à l'époque où a été attestée la fin de l'Union soviétique. Qu'est-ce qui s'est passé entre 89 et 90 ? Il y avait des négociations et des pourparlers avec l'idée que, à la fin de l'Union soviétique, de l'ex-empire soviétique, il n'y aura pas en face de la Russie, c'est-à-dire de l'Ukraine d'aujourd'hui, un dispositif militaire d'attaque, il faut appeler un chat, qui puisse menacer l'espace vital de la Russie et sa sécurité nationale. Le problème, c'est que les Occidentaux n'ont pas tenu parole. On l'a déjà dit, je crois, une fois ici sur ce plateau-là. Et ce qui s'est passé depuis 90, en fait, c'est qu'il y a eu l'idée qui a circulé chez les Occidentaux que la Russie était finie et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait dans son précaré. Et agir de façon à menacer sa profondeur sécuritaire et à menacer la sécurité de son territoire. M. Laïchoubi vient de dire qu'il y a eu, depuis 14 pays,
des anciens pays de l'Est et baltes qui sont devenus membres de l'OTAN. Donc vous imaginez ce que c'est comme puissance militaire face à la Russie. La question de l'Ukraine s'est posée depuis cette époque-là. Elle a eu des saillies et des jaillissements. Bien sûr, 2004 avec la révolution orange qui était orientée de manière hostile contre la Russie, sous une double forme, sous une double articulation. La première, c'était militaire, parce qu'il y avait une partie très importante de l'opinion politique élitiste en Ukraine qui était pour une adhésion à un dispositif de défense stratégique, l'OTAN, mais aussi économique, puisque, rappelez-vous, à l'époque, le débat, c'était faire adhérer l'Ukraine à l'Union européenne. Ce qui est, quand on regarde la géographie, c'est une aberration. Au moment même où la Russie, à l'époque, proposait une union douanière avec l'Ukraine pour pouvoir, justement, contrebalancer la pression occidentale. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Ensuite, quelques années plus tard, 2014, le conflit du Donbass, qui est à l'origine pratiquement à 100% de ce qui se passe aujourd'hui. Et là, on a ce schéma-là. Vous avez une Russie qui est menacée dans sa sécurité et dans sa profondeur stratégique, et vous avez en face des pays voisins qui sont dans une logique et dans un agenda occidental et qui consiste justement à faire partie d'un dispositif qui est chapeauté actuellement par l'OTAN. Mohamed Laïchoubi, à quoi doit-on s'attendre dans les prochaines semaines? Je parle notamment du traité START. Sera-t-il vraiment respecté de part et d'autre? Est-ce que la tension va augmenter? Est-ce que l'effort diplomatique pourra faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution de l'actualité dans les prochains jours? Avant, si vous permettez de répondre à cette question, il y a lieu de relever que non seulement un encerclement militaire, non sur le point de vue russe, mais des observateurs neutres, et avec en plus une stratégie de sanctions financières. Donc l'encerclement a été militaire, l'encerclement a été le containment, comme on dit, la stratégie de contenir la force de quelqu'un, de tenter de le réduire. Et donc vous avez eu des sanctions financières, l'installation de régimes hostiles à la frontière, les propagandes, la pression, les régimes dits démocratiques. Et la réponse russe, dans un premier temps, a été de s'aménager des bastions quasiment militaires avec des populations fidèles, donc en Géorgie, avec l'Ossétie du Sud, avec le Haut-Karabakh aussi, le Haut-Karabakh sur le Caucase et donc l'Abkhazie. Maintenant, c'est à peu près la même stratégie. C'est le Donbass, c'est le Louhansk, voilà, ça c'est le premier. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où je viens à la réponse à votre question, la lecture russe, c'est qu'il y a une stratégie globale. À une stratégie globale, il faut une réponse globale. Vous m'interdisez, en fait, en réalité, puisque c'est la confrontation au niveau des détroits, le détroit de Kerch, le passage de Marmara, n'oubliez pas qu'on vient d'interdire le passage aux Russes, la Turquie a interdit pour le moment le passage aux navires militaires, et le conflit de Syrie qui, selon la lecture russe et celle des géostratèges, visait à évincer la Russie d'une libre circulation en Méditerranée. C'est-à-dire qu'elle a une base qui s'appelle Tartous, elle a là aussi une capacité militaire importante. Et donc vous voyez qu'il y a une sorte de confrontation, de conflit géostratégique, non seulement autour des détroits, mais autour des mers. Et pour répondre à votre question, stratégie globale, réponse globale, offensive militaire importante pour comprendre quelle va être l'attitude de la Russie. Ils estiment qu'ils sont menacés dans leur existence et leur sécurité vitale. Ça veut dire que vous allez avoir un acteur absolument déterminé qui n'agite pas uniquement par simple gesticulation une capacité nucléaire parce qu'il estime qu'il est touché dans sa sécurité.
Et donc, il a frappé très fort en Syrie, puisqu'il a utilisé un nouvel armement, un armement sophistiqué, un armement moderne. Et donc, le débat sur les grands accords, c'est, si vous voulez, la grande question. Est-ce qu'on va aller vers un rééquilibrage des forces avec négociation, une sécurité partagée, une sécurité sur des espaces de coopération? Très difficile de dire pourquoi, parce qu'on va traverser des périodes difficiles. Pour le moment, c'est des acteurs, surtout l'acteur triade, l'acteur occidental, si vous voulez, a joui d'une unipolarité durant 70 ans, 60 ans. Et donc c'est toute l'architecture aussi qui est remise en cause, les alliances, souvenez-vous. Et l'alliance aussi a parlé pour les sanctions. On va en parler, il y a de nouvelles alliances, certainement. Et donc, le schéma nouveau qui va devoir être discuté va devoir correspondre au monde ou à la coopération durant la période transitoire. Très bien. Vous parlez de guerre économique carrément, et oui, c'est le mot, il faut le dire. Aujourd'hui, on voit toutes les pressions qu'il y a sur Moscou, pétrole russe, banque russe, et on se pose la question, est-ce que vraiment la Russie peut-elle résister à toute cette pression occidentale? Alors, il y a évidemment je dirais pas que c'est une bonne guerre, mais vous avez des stratégies, des techniques qu'utilisent des acteurs militaires, quasiment militaires. Quand vous allez vers les médias, le problème de la démocratie, de la liberté d'expression, etc., est souvent un vain mot. La réalité, c'est que vous trouvez un gros pourcentage de médias totalement dans les rangs et additionnés. Alors pourquoi je dis ça par rapport à la question que vous posez? Parce que le spécialiste relève quoi? Relève que les banques, notamment la banque Gazprom, n'est pas concernée par les sanctions. C'est-à-dire celle qui fournit le gaz et le pétrole aux Européens et notamment aux Allemands, est écartée des sanctions. La deuxième banque aussi, la plus importante, qui a quasiment 101 clients, 110 millions de clients, aussi n'est pas concernée parce qu'il y a beaucoup d'activités commerciales interactives, c'est-à-dire que ça risque de toucher les intérêts. Alors, on prend des sanctions importantes, c'est vrai, spectaculaires, c'est vrai, on bat le média, on bat le halali, voilà, les effets d'annonce, mais l'indicateur pour les stratèges, c'est qu'on n'a pas été vers, si vous voulez, le nucléaire économique, pour les uns et pour les autres. Ça veut dire quoi, le nucléaire économique? Ça veut dire que je serai touché de façon catastrophique, autant vous que moi. Ça veut dire que du jour au lendemain, je n'ai plus la capacité de pourvoir en énergie, moi, Allemagne et les autres pays dépendants, Autriche et autres, tout mon appareil industriel, et donc je me mets en état de sanction, je me sanctionne. Donc, si vous voulez, ça, c'est un indicateur qui nous laisse croire que c'est l'inverse qui va se passer. C'est qu'assez rapidement, on sait, au fond, les stratèges savent que les questions russes sont fondées, un certain nombre d'analystes ou même de courants politiques. Donc on peut dire que les Russes ont vraiment les moyens de leur politique. S'ils agissent de la sorte, c'est qu'au fond, écoutez, ils sont sûrs d'eux. Poutine a préparé de façon minutieuse depuis des années. Qu'est-ce qu'il a fait? Rapidement. Réserve d'échange 673 milliards. Dédollarisation. Potentiel militaire totalement amélioré, totalement revu sur les 10 dernières années. Alliance avec la Chine, manœuvre militaire avec la Chine. Il a attendu la conjoncture énergétique et des prix dans les meilleures conditions. Il a attendu que les conditions soient défavorables à l'Occident après une crise économique mondiale terrible, après une pandémie terrible, où les taux d'endettement mondiaux montent à 256%. Donc il a choisi le moment. La France est à 125% d'endettement. Sa capacité de projection, y compris en Afrique, est remise en cause. Il a choisi le moment avec une minutie de stratège absolument incroyable. Ça nous laisse carrément... Il faut regarder de très près le théâtre du conflit et voir comment évaluer ces jours-ci. Parce qu'une semaine de guerre, quand même, c'est assez important, surtout quand ça engage des acteurs géopolitiques et internationaux du poids de la Russie et en face les Occidentaux. Ce que je voulais dire sur
l'aspect économique. En fait, ce qui se passe sur le terrain économique peut se décliner en opération, en mouvement, de la même façon que ce qui se passe sur le terrain militaire. Monsieur Aïchoubi a eu raison de citer l'exemple de Gazprom Bank, qui n'est pas touché, Cyberbank aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dépendance occidentale très importante, européenne en particulier, de la ressource énergétique et du gaz russe. Donc, on ne les touche pas. Qu'est-ce qui se passe en face ? On essaye d'intervenir pour accentuer la pression sur les banques russes et sur le système de transaction que poursuit la Russie. On a parlé encore une fois de la décision d'exclure la Russie du système de transaction et de messagerie SWIFT pour accentuer la pression et essayer d'étouffer les opérations bancaires des établissements bancaires et financiers russes. En face, vous avez une réaction autre. Aujourd'hui, on assiste depuis quelques heures à une réaction russe qui se traduit de la façon suivante. Ils ont recours au système chinois, yuan, voilà, et à ce qu'on appelle le système CIPS, qui est une alternative. Voilà. Donc, ce qui se passe sur le plan économique, c'est exactement, on peut le résumer en mouvement et en opération. C'est comme si on parlait de l'évolution du théâtre de conflit aujourd'hui. Très bien. Voilà. Monsieur Laïchoubi, Nordine Azouzian parlait de la Chine et c'était ma prochaine question. La Chine, dans tout cela, messieurs, alors on parle déjà d'un axe de coopération assez solide, coopération économique, coopération politique entre Pékin et Moscou. Quel rôle jouera justement la Chine aujourd'hui ? Alors, il est toujours intéressant pour comprendre ces questions un peu complexes, d'aller vers le fond. Les axes stratégiques, les acteurs, quels sont leurs grands axes stratégiques ? La Chine a rigoureusement les mêmes raisons, les mêmes griefs contre le camp d'en face. Très bien. Elle subit, elle aussi, un encerclement, elle subit un containment, et on ne veut pas que sa force monte et sa capacité. Et surtout, on ne veut pas que l'espace qui était unipolaire devienne réellement multipolaire. Et vous pensez bien que l'acteur stratégique qu'elle est a vite fait de rejoindre l'autre espace. Et donc, vous avez un méga projet qui a été signé, me semble-t-il, aujourd'hui ou hier. C'est un gazoduc qui passe de la Sibérie, Mongolie, vers la Chine, qui est l'équivalent en capacité du Nord Stream 2. Je pense que c'est à peu près 50 milliards de mètres cubes, si mes souvenirs sont bons. Donc l'alternative au marché européen est déjà engagée. Cela a été évoqué, le système, face au système SWIFT, il y a déjà un système alternatif dans sa première phase qui regroupe à peu près 400 banques, etc. Et puis, il y a, on l'a dit, la dédollarisation, il y a aussi les échanges en yuan ou en rouble. Et donc, on a, si vous voulez, une stratégie militaire, une stratégie économique et financière. Et ce qui est aussi intéressant de dire, c'est pour comprendre ce qui va venir, parce que ce qui est intéressant, c'est les acteurs, leurs objectifs, c'est en fonction de quelle va être l'évolution du monde. Quand ils interrogent leurs stratèges, c'est dites-nous comment le monde va évoluer. On a évoqué tout à l'heure le problème de la perte de puissance de l'espace occidental. Alors, assez rapidement, bouleversement des hiérarchies mondiales. Sur les dernières années, si vous prenez un indicateur, le PIB PPA, la Chine devient première économie mondiale, les États-Unis deuxième. Le troisième, c'est l'Inde. Troisième, c'est l'Inde. Le quatrième, le Japon. La Russie est sixième. L'Indonésie et le Brésil sont septième et huitième. Et donc, la Grande-Bretagne et la France sont reléguées à la 9e et à la 10e position. Bouleversement total. Ça veut dire que c'est un monde qui vient et il y a une redistribution des cartes et chacun veut se placer, soit parce qu'il est en perte d'influence et qu'il a conservé une capacité militaire et donc il va de sa menace militaire, soit parce qu'il a un espace qui était l'espace unipolaire et il essaye de contenir. Et donc, on peut dire que l'Occident est en période de doute et d'interrogation, et il y a une redistribution des cartes à l'intérieur même de l'espace occidental. Vous prenez l'Europe.
la Hongrie n'est pas totalement d'accord, parce que souvent on a parlé d'une défense commune. Enfin, quand ils poseront la question de la défense commune, ils vont poser la question est-ce qu'il y a une stratégie commune? Est-ce qu'il y a une vision commune du monde? Il ne me semble pas que l'Allemagne a la même vision que la France du monde. L'Allemagne a une capacité industrielle, technologique, elle compte sur elle-même. Elle n'a pas besoin d'une menace militaire pour arracher des contrats. C'est donc des visions totalement différentes. Et donc c'est un ordre planétaire des 70 dernières années qui est remis en cause et qui va rentrer dans une phase, on va inventer les instruments, les négociations, les redistributions de cartes. Voilà. D'accord. Où on en est. Et il ne faut pas oublier, M. Laïchoubi, que Russie et Chine réunies, du point de vue superficie et du point de vue démographie, ce n'est pas rien. Absolument. Vous pouvez additionner, puisqu'il y a une esquisse, Russie, Chine, Iran, il y a l'esquisse des BRICS. Parce que, rappelez-vous, le Brésil, il y avait comme président Lula, donc, qui était pour les BRICS. Les BRICS, je rappelle, c'est un monde dit le monde délaissé, avec à sa tête Russie-Chine, qui va tenter de récupérer tout le monde qui a été marginalisé par la triade d'espace occidental. Donc cette stratégie, face à un monde qui a travaillé pour ses intérêts. Et les analystes rappellent quoi? Rappellent que cette triade que nous évoquions tout à l'heure, donc cet espace, est composé de qui? Des États-Unis, Canada, de l'époque des pays européens et du Japon. Pourquoi ce rappel? Le Japon, ancienne puissance impérialiste, donc capacité coloniale et de domination. Les pays européens essentiels qui ont formé cet espace stratégique, même chose. France, Angleterre, ancienne puissance coloniale, donc dominatrice. Et les États-Unis qui viennent avec un objectif de domination. Déjà à l'époque de Roosevelt, il vous disait nous voulons être plus forts que Rome, plus forts. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas plus forts que l'intégralité des empires. Donc c'est un espace qui a une ADN de domination. En face, les stratèges ont compris qu'ils ne vont pas affronter cet espace commun, qui n'est pas que l'espace états-unien, qui est l'intégralité des espaces que je viens d'évoquer. Face à ce monde hégémonique, on crée un autre monde. Et je reviens à la question du Brésil. Lula a subi des sanctions dites judiciaires. Et donc il a même fait la prison. Absolument, c'est aussi la grande technique. On permet, on aide, on appuie un gouvernement, une présidentielle de droite totalement favorable aux intérêts américains, et puis on angoisse de voir Lula revenir. Pourquoi? Parce que le Brésil est un des acteurs forts, avec l'Afrique du Sud, avec un certain nombre de pays, des BRICS. Et les BRICS, c'est les 3/5 de tous les territoires du globe. C'est une capacité démographique absolument incroyable, et c'est une menace. Donc, si vous permettez, se dessine cette stratégie globale. Et donc, si vous voulez les laisser pour compte, si vous permettez l'expression, c'est l'Ukraine, même si dans l'Ukraine, et on y reviendra tout à l'heure sur les questions de discrimination et de la nature parfois d'extrême droite de certaines composantes, où la Syrie sont, si vous voulez, les victimes de toutes ces guerres géostratégiques majeures. Alors, j'aimerais vous poser une question. C'est pas évident de la poser, mais quand même... allez, je vais oser vous la poser, Monsieur Laïchoubi. Une crise économique qui touche l'Europe, dans un premier temps. S'ensuit juste après une crise sanitaire, avec le Covid. L'Europe avait-elle besoin d'un tel conflit aujourd'hui précisément? C'est-à-dire, est-ce qu'elle avait besoin de provoquer la Russie jusqu'à tel point pour subir une intervention de ce type? Alors, ces mécaniques-là sont un peu complexes. Quand vous êtes acteur maghrébin, africain, allez, on va dire de l'ancien tiers-monde, vous avez maintenant une vision dynamique extrêmement intéressante. Pourquoi je dis ça? Vous remarquerez que dans les différentes campagnes d'enseignement présidentiel, ou durant ce contexte qu'on vient d'évoquer, la droite et l'extrême droite a pris de l'amplitude. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vision, quand vous voulez avoir une présence universelle, vous essayez de vous attacher des alliés.
Vous ne vous mettez pas à dos des pays qui montent en cadence au Maghreb, qui montent en cadence en Afrique, l'Algérie avec sa position géostratégique, le Nigeria, l'Afrique du Sud, un peu les pays pivots. Etc. Or, vous vous apercevez que c'est l'inverse. C'est l'invective, c'est l'insulte. Les uns vous disent Poutine est un assassin, les autres vous disent mais cette nation n'a jamais existé. Et c'est là où vous vous posez des questions sur l'intelligence stratégique des uns et des autres. Vous avez des stratèges qui vous diront écoutez, en Afrique, nous avons intérêt à avoir un espace de coopération, nous avons un axe incroyable avec un hub énergétique au Sahel, des richesses minières. Quand vous additionnez le Soudan, vous additionnez la Libye, vous additionnez l'Algérie, le Nigeria, c'est un espace de coopération absolument incroyable. L'Afrique, c'est 2 milliards en 2050, 300 millions de personnes. Non seulement un espace consommation, mais 600 millions demain, une couche moyenne. Et donc, je projette l'espace coopération. Un acteur comme l'Allemagne, à mon sens, aurait été en mesure de projeter ça. Mais les segments qui maintenant dirigent, et vous les entendez à travers leurs médias, des médias où dans certains pays, c'est d'un débat d'une nature, d'une médiocrité, excusez-moi l'expression, ils sont dans la dynamique de propagande, ils ne sont pas dans la dynamique d'analyse. Et donc, ils ferment, ils refusent de projeter l'avenir en disant le monde a changé, le monde n'est plus le monde de 1945, il y a des pays qui émergent, qui ont une capacité militaire, nous n'avons plus le monopole de la dissuasion militaire, nous n'avons plus le monopole de la production technologique, nous n'avons plus le monopole du droit et nous n'avons plus le monopole financier. Nous sommes des pays très sérieusement endettés et donc nous devrions être dynamiques et développer une stratégie intelligente. Quel est le compromis mondial qui peut être fait? Comment nous pouvons projeter? Et vous avez raison de souligner que manifestement, ça n'est pas le cas. Mieux, vous écoutez les différents débats dans certains pays que je ne nommerai pas, mais que tout le monde a deviné. Pour le moment, c'est l'arabe, c'est le noir, c'est le hijab, donc, ou bien alors les Russes, c'est les bots. Poutine est un dictateur, Poutine ses yeux, Poutine son regard, Poutine. Et donc, on ne permet pas à leur opinion d'avoir une vision critique, d'avoir des éléments d'analyse. C'est du matraquage. Mais mon opinion, si je suis démocrate, c'est d'abord de l'informer des grands enjeux planétaires, de dire où j'en suis, quelle est ma capacité industrielle, comment elle est projetée, comment si je coopère avec l'acteur énergétique qu'est la Russie pour permettre à mon industrie de se développer, comment si je coopère avec l'acteur qu'est la Chine, qui a multiplié son poids économique mondial par 7, qui, on l'a dit, je l'ai d'ailleurs répété, le seul excédent commercial de la Chine, c'est l'équivalent du PIB de la Pologne. Les exportations de la Chine correspondent à l'intégralité du PIB de l'économie de la Grande-Bretagne. Donc, tirer les conclusions et projeter une stratégie, apparemment, ceux qui dominent la politique et la décision ne sont pas l'intelligence que vous croyez, vous. Et j'abonde dans le même sens, et juste après, je donnerai la parole certainement, Nordine Azouz aura un commentaire à dire là-dessus. On a suivi les débats télévisés ces temps-ci sur les différentes chaînes européennes. On a des observateurs, des pseudo-analystes, je ne sais pas comment les appeler, qui disent, attention, là, il s'agit de réfugiés ukrainiens, européens. Alors, là, on ne parle pas de Syriens ou d'Afghans. Et ça, on l'a entendu dans des plateaux. Là, c'est une Europe raciste qu'on découvre, Monsieur Laïchoubi. Absolument, absolument. Et ça, il faut, à mon sens, le dire et le souligner avec force. Les Africains et Maghrébins que nous sommes, tous ces pays asiatiques sont effarés. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est soit de grands éditorialistes... ou pseudo-philosophes. Mieux, des dérapages d'un président d'une commission des affaires étrangères à l'assemblée d'un grand pays. Et puis, ça n'est pas l'effet de simples petits dérapages, mais aussi, quand vous écoutez les présidentielles,
nous sommes là, au lieu de projeter l'avenir, comme je l'évoquais tout à l'heure, et quel univers nous devons bâtir, comment exclure l'arabe, comment exclure le noir, comment mettre les banlieues au pas, comment... Excusez-moi l'expression, non seulement ils n'y sont pas, mais quand Poutine a évoqué, le président russe a évoqué un axe néo-nazi en Ukraine qu'il allait devoir tenter d'assainir. On s'est dit dans un premier temps, ça rentre dans la stratégie, mais en réalité, quand vous voyez ce que subissent, et là, les témoins sont des témoins extrêmement sérieux, des journalistes de renom, aux frontières de l'Ukraine, les militaires ukrainiens refoulent les Noirs, ne les laissent pas passer, refoulent les Arabes en leur disant clairement, vous, les Arabes et les Noirs, vous n'y êtes pas. On ne leur donne pas d'eau, on ne leur donne pas de nourriture, ne montent que les Ukrainiens ou les Européens blancs. Alors, quand vous additionnez les débats politiques qui agitent une partie de l'Europe, vous y additionnez des déclarations de personnalités importantes. 65% de l'espace, et je l'ai calculé dans mes investigations, de l'espace politique et du débat politique et des acteurs politiques en France sur la campagne présidentielle se sont prononcés avec des visions de discrimination et des visions racistes. 65%, cela n'est pas rien. Cette opération de réfugiés et autre chose, le boycott on ferme à la Russie sur le plan sportif à l'UEFA, à la FIFA, donc les grandes organisations mondiales de sport. Vous dites, bon, on sanctionne, on veut revenir à la sagesse et on essaye de conditionner un des acteurs pour que cesse la violence. Dans un premier temps, vous pouvez faire cette lecture. Mais vous vous dites, quand il y a eu l'Irak, quand il y a eu la Libye, quand il y a eu la Syrie, alors que maintenant, tout le monde vous dit que la Libye et l'Irak a été une immense catastrophe, y compris pour ceux qui voulaient en tirer les dividendes. Obama l'a dit, pour la Libye, c'est un regret total. Mais écoutez, en Libye, le premier acteur qui était la puissance militaire, notamment française, regardez maintenant, notamment les acteurs russes et turcs qui y sont. Et tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur l'intelligence et la sagesse. Mais vous avez la réponse quand on a ce type de discours raciste, quand on a cette vision, et quand une des campagnes majeures, votre moment politique majeur, est habité par des visions aussi restrictives. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'analyser de façon critique les pays africains, les pays asiatiques. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans la domination, il m'est arrivé, si vous permettez, de leur dire, dans les grands espaces de centres de recherche, je leur dis, vous êtes en train de vous appauvrir conceptuellement. Pourquoi ? Vous n'avez plus la capacité de lire le monde, vous avez une vision autocentrée. Nous faisons l'effort de lire le monde pour chercher ces équilibres, comment doit évoluer notre pays, comment notre économie. Mais vous êtes dans une espèce... de... Oui, et du coup, ils s'appauvrissent conceptuellement. Ils n'ont plus la capacité de lire. Et là, on comprendra un peu mieux quand on fait le lien. Je suis sévère, mais en réalité, il y a une minorité courageuse à l'intérieur des espaces que je viens d'évoquer qui est contre, qui le dit. Enfin, elle est quand même minoritaire, mais c'est des gens de courage qu'il faut souligner et qu'il faut saluer. Donc, c'est les vieux démons de l'Europe qui ressurgissent. Absolument, c'est la résurgence de discours et de schémas de pensée coloniaux qui recouvrent une pensée que l'Occident est dominateur et que c'est lui qui tient le curseur dans ce monde-là. Et c'est un phénomène qu'on a observé partout, c'est pas uniquement propre aux médias francophones qu'on regarde et qu'on observe comme ça, soit par curiosité, soit pour l'analyse, mais c'est un phénomène aussi qui a été observé dans les médias anglo-saxons, y compris dans de très grands journaux. Et même c'est un phénomène qui a touché un média network comme Al Jazeera, puisque un de leurs journalistes du canal anglophone a eu un discours de ce type-là, c'est-à-dire raciste, xénophobe,
tout ce qui n'est pas blanc compte pour du beurre, etc. Et ça, c'est très intéressant. Donc, c'est un discours, mais aussi qui révèle un schéma de pensée qui est aujourd'hui condamné par l'histoire et qui est obsolète. Il a raison, M. Aïchoubi, de dire que c'est des gens qui sont encore prisonniers d'une vue très étroite d'un monde qui a changé depuis. Pour revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce que l'Europe a été surprise ou pas? Ça dépend de quelle Europe on parle, Ahmed Lahavi. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est aussi des blocs. Si l'on parle des ex-pays de l'Est et des pays baltes, qui ont un vieux contentieux historique qu'on peut comprendre ou ne pas comprendre avec la Russie, le rêve d'en découdre avec Moscou est très 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 ancien. Il n'y a pas eu l'occasion de se faire, mais il est là. Si on parle de l'Europe de l'Ouest, bon, il y a un atermoiement, une tergiversation, et puis il y a une incapacité à construire et à filer une véritable politique de défense. On le sait, ce qui fait que est-ce que l'Europe a été surprise ou pas? Est-ce que c'est une question pertinente? Je ne sais pas, parce que l'élément important à soulever dans cette question-là, c'est que le maître des horloges, c'est les États-Unis. Aujourd'hui, même s'il est loin du conflit géographiquement parlant. En matière de défense et de stratégie et de ligne et de mouvement en direction de la Russie, c'est les États-Unis aujourd'hui et tous ces pays-là de l'Est qui sont dans sa logique. On en parlait tout à l'heure, M. Aïchoubi, puisque vous avez un pays comme la Pologne, par exemple, qui abrite sur son sol des milliers de soldats et des GIs américains, dispositifs d'attaque et dissuasifs en direction de la Russie. Voilà, donc juste un point. Est-ce que l'Europe a été surprise ou pas? Ce qui est à relever peut-être, c'est qu'ils ne sont pas attendus à la réaction de Poutine du 24 février. Et de cette manière. Voilà, ils ont mésestimé la lecture qu'a fait le Kremlin et les stratèges russes de la menace que fait peser sur eux les tractations depuis quelque temps des Occidentaux via l'Ukraine. Et on a eu cette réaction-là, c'est-à-dire, bon... Monsieur Aïchoubi, il reste 10 minutes. Quelques questions clés aussi que j'aimerais aborder avec vous. D'abord, la question de l'Europe de la défense. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, elle a lieu d'être? Les 27, on le sait tous, n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas des intérêts communs. Donc, l'Europe de la défense, que peut-on dire là-dessus? Oui, pour reprendre un peu ce qu'a dit Azouz, et je suis d'accord, j'y introduis quelques nuances, mais qui vont dans le même sens. Vous regardez de plus près, par exemple, la question des vaccins. Il y a une partie de l'Europe qui était d'accord pour prendre le vaccin Sputnik, et ce qui a donné lieu à un débat assez serré. Une partie était publique, une partie qui ne l'était pas. Tout à fait. Donc les hésitants. La Hongrie, de façon ouverte. Souvenez-vous, la Slovaquie, avec des gros problèmes pour le président. L'Italie. Donc un certain nombre de pays imaginaient une coopération. Premier aspect, l'énergie. Le débat n'est pas facile. Si l'Allemagne se range en période de crise totale, il n'est pas évident que sur la stratégie à moyen et long terme, elle ait la même vision. Je suis même convaincu du contraire. Les pays de l'Est, la même chose. J'y ai exercé comme ambassadeur et je peux vous dire que des courants politiques, certains ne partagent pas mieux la désillusion de l'intégration parce que le bilan est fait. D'ailleurs, il y a un excellent ouvrage que je recommande, c'est Le miroir aux alouettes d'une Bulgare américaine sur toute cette question que vous venez de poser. Et donc, l'Europe, son devenir, sa vision, n'est pas totalement partagée. Les uns ont une vision agressive sur le plan militaire, ils courent là où ils peuvent dès qu'il y a une crise et ils font des propositions d'action, etc. Alors qu'une autre Europe veut se construire plus ou moins dans la paix. La Scandinavie n'a pas la même philosophie qu'un certain nombre de pays. Et même si il y a des aspects de similitude entre la Grande-Bretagne et notamment la France, si elle a quitté l'Union européenne, c'est précisément parce qu'elle n'est pas d'accord. Et donc, au-delà de ce vœu pieux d'une défense européenne que l'on agite, il y a des réalités géostratégiques. Mais je vais vous dire pourquoi on l'agite. Parce que
notamment, on va le dire de façon très transparente, la France a l'arme nucléaire. Et elle estime qu'une fois que la Grande-Bretagne a quitté l'espace de l'Union européenne, elle resterait le pays militairement le plus fort. Et donc, elle revendique un leadership, et c'est pour ça que dans les périodes de crise, elle s'agite un peu plus que les autres. Voilà, si vous voulez, l'arrière de la SED qui est là et qui, pour les stratèges, maintenant, tout à l'heure, on a posé la question de l'ingérence, parce que ces pays-là ont posé la théorie de l'ingérence. Plus personne ne l'évoque maintenant. Deux poids, deux mesures. Alors, quand il Plus s'agit d'ingérence d'autres pays... Souvenez-vous, les grands philosophes de l'ingérence, et vous voyez à qui je fais allusion, c'est maintenant, on n'en parle plus. Et c'est la raison pour laquelle ce rééquilibrage, parce que c'est ça, les questions de fond que doit comprendre l'auditeur, c'est qu'il y a un rééquilibrage mondial parce qu'il y a une nouvelle réalité mondiale. Et les matraquages que subissent un certain nombre de pays, dont le nôtre, c'est vrai qu'il y a des choses à corriger. La question est un débat intérieur, comme tous les pays qui évoluent. Il y a un débat et en général, le débat contradictoire est toujours positif, il est constructif. Mais dire la non-existence, dire l'ingouvernance, dire vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas de gouvernement, vous n'avez pas de nation, vous n'avez pas d'histoire, c'est dans la ligne de ce que nous évoquions tout à l'heure. C'est-à-dire, je suis le dominant, c'est moi qui vais rythmer chez votre jeunesse, chez votre élite, les grands débats. Ça, c'est fini. Vous avez des Algériens brillants qui maintenant ont une capacité d'analyse, ils sont très nombreux et qui ont une autre lecture quand vous voyez les réseaux sociaux ou bien quand vous relevez l'offensive diplomatique algérienne, qui sait, je le pense réellement comme analyste, qui a rappelé sa capacité géostratégique. Elle est au cœur des inversions dans la région, au Sahel, au Maghreb. Elle a eu un accueil extrêmement intéressant. Les pays du Golfe savent, l'Arabie saoudite, à l'intérieur de l'OPEP, est en accord avec la Russie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les positions se nuancent, qu'on sent que le rééquilibrage se fait, et donc ce nouveau monde qui vient, les gens intelligents s'adaptent et créent la nouvelle vision. Rapidement, la période transitoire, on aura certainement actuellement des exigences, des pressions d'alignement. Des pays ne savent plus sur quel sein se vouer et sur quel pied danser aujourd'hui, au point où on reparle du mouvement des non-alignés. Ça va se passer comment aujourd'hui? Ces pays-là qui hésitent, tel ou tel camp? Alors, on a 5 minutes. Je vais vous faire sourire. J'ai entendu cette question du non-alignement chez un général français. Je l'ai entendu chez un certain nombre de personnalités. Là où c'était un mot traître, un mot à bannir, il redevient. Vous savez, sur le fond de la vision stratégique, avant de revenir à nos pays, pour vous dire que la question a évolué d'une façon magistrale, l'Allemagne et les pays scandinaves ont une autre vision de l'évolution stratégique. Mais comme maintenant ils sont sous bouclier américain et pas comme maintenant au regard du grand public, ils ne peuvent pas dire quelles sont leurs divergences. Mais je peux vous le dire, parce que j'ai eu des discussions avec un ensemble de leurs stratèges, ils n'en pensent pas moins et les évolutions le démontreront. Maintenant, chez nous, des pays comme les nôtres, ça va être une période difficile, parce que transitoire, avant que le nouveau monde trouve son adéquation, les nouvelles règles, les nouveaux compromis, comme en 1945. Il y a eu l'espace colonial qui s'est effondré, vous avez une rénovation de l'industrie mondiale et de l'économie qui s'est faite avec les capacités technologiques des États-Unis. Ce monde-là est fini. Et durant cette période transitoire, on va essayer de faire pression, comme à l'époque, pour que l'un s'aligne d'un côté. Les Marocains se sont alignés sur l'espace de hiérarchie en disant « vous êtes dans la hiérarchie des alliés, vous n'êtes pas dans la haute hiérarchie, vous êtes en bas ». Quand les Algériens développaient une autre vision d'autonomie de la décision, et assez souvent on presse les uns et les autres d'épouser tel ou tel camp, alors que cela ne les arrange pas. Et donc situation difficile, mais
les atouts et les choix que vous avez faits en termes de discours, de vision, vous allez soit récupérer les dividendes, soit vous retrouver en grosse difficulté. Je vous laisse conclure sur l'Algérie et il nous reste 2 minutes, Monsieur Laïchoubi, l'heure passe vite. Oui, alors cet aspect défavorable de la crise, ça serait la montée des prix alimentaires, des prix de tous les produits alimentaires, notamment le blé. Bien, je pense que l'Algérie a la capacité d'y faire face. Mais surtout, ce qui est important, c'est ces pressions géostratégiques autour de l'Algérie sur le plan sécuritaire. Elles sont très importantes, la Libye. Le Sahel. Vous remarquerez qu'il y a un retournement de situation. Les opinions à l'intérieur des pays d'Afrique de l'Ouest changent. Elles sont plus pour l'autonomie, le discours de l'Algérie, cette capacité à pouvoir mettre en place des alliances utiles. Les alliances ne sont pas que des alliances politiques ou militaires, mais c'est une économie partagée. On l'a évoqué tout à l'heure, le hub pétrolier gazier de la région, les grands pays que sont l'Afrique du Sud, le Nigeria et les autres peuvent avoir une vision partagée. Et donc l'Algérie est au cœur de ces inversions. Elle est un des acteurs capables d'influencer positivement en Afrique, en sachant que si l'Afrique aujourd'hui est telle qu'elle est, les stratèges la voient autrement. En 2050, je l'ai dit tout à l'heure, 2,3 milliards de population. C'est le plus fort taux de croissance de l'ensemble des continents. Globalement, c'est du 4%, ça passe entre 2,5 et 5%. Et donc, on l'a vu dans tous les autres pays, les analystes l'ont vu, quand vous avez une démographie intéressante, un marché intérieur intéressant, une croissance, et que vous avez des politiques adaptées pour l'éducation, pour l'intelligence économique, vous ne pouvez qu'émerger totalement. Et donc l'Algérie, à mon sens, a ses atouts. Maintenant, bien sûr, les grands débats contradictoires, les grands acteurs, les places des uns et des autres, la société civile, c'est tout ça qu'elle construit et que j'espère elle fera avec bonheur. Et rappelons qu'aujourd'hui, l'Algérie s'est abstenue lors du vote à l'Assemblée de l'ONU à propos de cette crise ukrainienne. Merci beaucoup, Mohamed Laïchoubi, je rappelle, académicien, chercheur, analyste international. Vous avez été aussi ancien ministre et ambassadeur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nordin Azouz, merci également d'avoir pris part à notre débat comme tous les mercredis. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis en direct sur Al24 News. Émission consacrée à l'actualité, bien sûr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.